Imaginez le froid mordant des Apennins italiens en 1944. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la poudre à canon, de la terre humide et de la peur. Au milieu des squelettes de bâtiments bombardés, une scène défie toute logique. Un soldat brésilien, un pracinha, son visage creusé par la fatigue, ne pointe pas son fusil. À la place, il tend doucement une gamelle en fer blanc d'où s'échappe la vapeur réconfortante d'une soupe chaude. En face de lui, un soldat allemand, à peine sorti de l'adolescence, est à genoux. Il ne pleure pas de rage ou de défaite, mais de soulagement et d'une tristesse insondable. Cet acte est une aberration dans le théâtre de la guerre. La nourriture est une ressource, une arme, un symbole de survie à garder jalousement. L'offrir à celui que l'on vous a ordonné de tuer est plus qu'un risque. C'est une rupture fondamentale avec la réalité du conflit. Leurs armes respectives gisent à portée de main, inertes et soudainement absurdes. Pour un instant suspendu dans le temps, il n'y a plus d'uniforme, plus d'ennemis, seulement deux hommes partageant un moment de grâce improbable au cœur de l'enfer. C'est un paradoxe vivant, une trêve silencieuse déclarée par un simple bol de soupe. Comment un geste aussi simple a-t-il pu court-circuiter des années de propagande et l'instinct de survie? Quelle conversation silencieuse s'est déroulée entre ces deux âmes pour que la compassion l'emporte sur le combat? Ce moment n'est pas une simple anecdote, mais le point de départ d'une histoire dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Aimez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'héritage incroyable né de cet acte. Car la vraie question est, un plat de soupe peut-il réellement changer le cours de plusieurs vies, bien au-delà du champ de bataille? Absolument. Voici le bloc 2, contextualisation et origine, qui développe la vie du caporal João avant la guerre, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Avant les montagnes gelées d'Italie, il y avait les collines verdoyantes du Minas Gerais. João n'était pas un caporal, il était simplement João, un homme dont les mains connaissaient mieux la texture de la terre que la froideur du métal d'un fusil. Sa vie était rythmée par le soleil, un réveil naturel qui peignait le ciel de teinte orangée et promettait une journée de labeur familier. L'air du matin était épais, chargé du parfum puissant du café en train de sécher sur les terrasses, une odeur qui était pour lui synonyme de foyer, de sécurité. Son monde était un petit lopin de terre hérité de son père. Chaque plante, chaque arbre portait l'empreinte de générations de travail. Il sentait la terre sous ses ongles, une connexion physique et spirituelle avec le sol qui le nourrissait. Il ne se battait pas contre des hommes, mais contre la sécheresse ou les parasites, des ennemis qu'il comprenait. Ses victoires n'étaient pas des médailles, mais une récolte abondante, le poids rassurant des sacs de grains sur son dos. C'était une vie simple, mais pleine de sens. Les sons de sa jeunesse n'étaient pas ceux des obus qui explosaient, mais le rire cristallin de sa sœur cadette, Maria, qui courait pieds nus dans la cour. C'était le son de la voix de sa mère l'appelant pour le déjeuner, une mélodie qui promettait le réconfort d'un répon chaud et l'ombre fraîche de la varangue. Ces sons formaient la bande-son de son existence, une symphonie de paix et d'amour familial qu'il tenait pour acquise, comme l'air qu'il respirait. La nourriture était le cœur battant de sa famille. C'était pas seulement une subsistance, mais un rituel. La feijoada du dimanche, mijotant lentement sur le feu de bois, rassemblait tout le monde. L'odeur de l'ail et des haricots noirs emplissait la maison, un arôme de communion et de partage. Chaque plat racontait une histoire, une recette transmise par sa grand-mère, un ingrédient cultivé dans leur propre jardin. C'était une célébration de la vie, un antidote à la faim et à la solitude. João n'avait jamais connu le vrai froid. La pire fraîcheur qu'il ait sentie était celle des matins de juin, une brise légère qui faisait frissonner la peau, mais qui était vite chassée par la chaleur généreuse du soleil brésilien. Le froid pour lui était une notion abstraite, une histoire lue dans un livre. Il ne pouvait imaginer une froideur qui s'insinue dans les os, qui gèle la respiration et transforme le monde en une sculpture de glace silencieuse et hostile. Son uniforme était la peau tannée par le soleil, ses parts étaient ses pieds nus et cailleux. Il n'avait jamais eu besoin de se camoufler. Au contraire, les couleurs vives de la nature brésilienne étaient son habitat. Il faisait partie du paysage, un élément organique de la terre rouge et de la végétation luxuriante. L'idée de porter un uniforme terne pour se fondre dans un décor de boue et de neige lui était totalement étrangère, une négation de son identité. Puis, un jour, une lettre est arrivée, un papier officiel, porteur d'un sel qui ne signifiait rien pour lui, mais qui allait tout changer. Le mot convocation résonnait étrangement dans la tranquillité de la ferme. La guerre, ce grondement lointain de l'autre côté de l'océan, venait de frapper à sa porte. Elle n'avait pas le visage d'un ennemi, mais celui d'un facteur rural au regard triste qui lui tendait une enveloppe. Le choc fut total. Luís João, un paysan qui n'avait jamais voyagé plus loin que la ville voisine, était appelé à traverser un océan pour se battre dans un pays dont il connaissait à peine le nom. Il regarda ses mains, faites pour semer la vie, et tenta d'imaginer comment elle pourrait la prendre. Le fusil qu'on lui mit entre les mains lors de l'entraînement lui parut une aberration, un outil contre nature, froid et impersonnel.
Il se souvenait des leçons de sa grand-mère, une femme sage et pragmatique. Un estomac vide n'a pas d'oreille, disait-elle, et un cœur affamé n'a pas de patrie. Elle lui avait appris que le premier geste d'humanité était de partager son pain, même avec un inconnu. C'était une loi plus ancienne et plus fondamentale que toutes les lois de la guerre, une loi gravée dans son âme. 25. C'est cet homme, Joao, le fermier du Minas Gerais, qui se retrouvait accroupi dans la boue gelée du Tali. Il n'était pas un héros ou un guerrier fanatique. C'était un homme ordinaire, défini par la chaleur de son foyer, le goût de sa nourriture et l'amour de sa famille. Sa plus grande arme n'était pas le fusil qu'il portait avec maladresse, mais cette humanité simple et profonde. 27. Le froid mordant des Apennins n'avait pas seulement gelé son corps, il avait cristallisé ses souvenirs, les rendant plus vifs, plus précieux. Chaque détail de sa vie passée devenait un sanctuaire mental où il se réfugiait pour échapper à l'horreur présente. L'odeur du café, la texture d'une mangue mûre, la chaleur d'une accolade. Ces sensations étaient son armure contre la déshumanisation. 27. Il n'avait jamais demandé à être ici. Son seul désir était de retourner à la normalité, à la routine simple de semer et de récolter. La guerre était une interruption brutale, un cauchemar dont il espérait se réveiller. Il ne se battait pas pour la gloire ou pour une idéologie, mais pour le droit de retrouver sa vie, de sentir à nouveau la terre chaude sous ses pieds. 28. Ce contraste violent entre le Brésil et l'Italie a forgé en lui une compréhension viscérale de ce qui était vraiment essentiel. Ce n'étaient pas les drapeaux, ni les frontières, ni les ordres des généraux. C'était la chaleur, la nourriture, la sécurité, la gentillesse. Des vérités universelles que le fracas de la guerre ne parvenait pas à étouffer complètement. 29. Il observait la terre italienne, si différente de la sienne mais tout aussi blessée. Il voyait les oliveraies brisées, les vignes abandonnées, et il ressentait la douleur de la terre elle-même. En tant que paysan, il savait qu'un sol profané mettrait des années à guérir. C'était une tragédie qui dépassait les hommes et leurs conflits. 30. C'est avec ce bagage, ce poids de souvenirs et de valeurs que Joao avançait dans le brouillard glacé. Chaque pas sur le sol étranger était mesuré non seulement par la peur de l'ennemi, mais par la nostalgie de son foyer. C'est cette profonde humanité, cultivée sous le soleil du Brésil, qui allait bientôt être mise à l'épreuve de la manière la plus inattendue qui soit. 31. Il ne savait pas encore que son geste le plus puissant ne viendrait pas de son entraînement militaire, mais de l'éducation reçue dans une petite ferme à des milliers de kilomètres de là. Une éducation qui lui avait appris qu'avant d'être des soldats, des Brésiliens ou des Allemands, ils étaient avant tout des hommes, partageant la même faim et la même fragilité. 32. L'empathie pour Joao était maintenant établie. Le public comprenait l'homme derrière l'uniforme, ses racines, ses peurs et ce qui le définissait. Il n'était pas une machine à tuer, mais un homme ordinaire plongé dans des circonstances extraordinaires, portant en lui les graines d'un acte qui allait défier la logique même de la guerre. 33. Son histoire n'était plus celle d'un simple soldat, mais celle d'une humanité déplacée, aspirant à retrouver la chaleur au milieu du froid le plus glacial. C'était le contexte essentiel, le terreau fertile d'où allait naître un incident qui prouverait que même dans l'enfer, la dignité peut trouver un moyen de fleurir. Absolument. Voici le bloc 3, l'incident, qui se concentre sur le point de bascule de l'histoire, en respectant scrupuleusement toutes les directives techniques et narratives. 34. Le brouillard s'épaississait autour des ruines de la chapelle, étouffant le monde dans un silence cotonneux. Chaque pas de la patrouille de Joao était un son assourdi, absorbé par le linceul blanc. Ils se déplaçaient comme des spectres dans un purgatoire de pierre et de glace, les sens aiguisés à l'extrême. L'air était si froid qu'il semblait crépiter à chaque inspiration, une agression physique qui rappelait constamment leur vulnérabilité. C'était un monde sans couleur, un royaume de gris où la vie semblait avoir déserté. Soudain, comme des apparitions surgissant du néant, 3 ombres se matérialisèrent en face d'eux. Des uniformes Feldgrau, des casques d'acier, des fusils Mauser. Le temps se figea. 6 hommes, séparés par à peine 10 mètres de terre gelée, se retrouvèrent face à face. Il n'y eut que cris, aucun avertissement, juste l'arrêt brutal du mouvement, le silence soudain d'une respiration collectivement suspendue. Le monde entier se contracta pour n'être plus que cet espace minuscule et mortel entre eux. Dans cette fraction de seconde, une éternité sembla s'écouler. Le doigt de Joao se crispa sur la détente froide de son main garande. Son entraînement, martelé pendant des mois, hurlait un seul ordre, tirer. C'était la réponse pavlovienne, l'instinct de survie gravé dans sa mémoire musculaire. En face, il vit les mêmes réflexes. Le jeune soldat allemand, Lucas, épaula son arme, son visage un masque de concentration et de peur. Sylvie pendait un fil invisible, prête à être étranchée par la moindre secousse. Le regard de Joao se verrouilla sur celui de Lucas à travers le viseur de son fusil. Mais ce qu'il vit n'était pas le monstre sans visage de la propagande. Ce n'était pas l'incarnation d'une idéologie haineuse. Il vit un garçon, à peine plus âgé que sa sœur Maria. Il vit des yeux bleus écarquillés, reflétant non pas la haine, mais une terreur pure,
une terreur qui était le miroir exact de la sienne. C'était le visage d'un autre fermier, d'un autre fils, arraché à sa vie et jeté dans cet abattoir. 38. Le narrateur omniscient pénétra l'esprit de Lucas. Le jeune Allemand ne pensait pas aux fureurs ni à la victoire finale. Il pensait au poids terrifiant du fusil dans ses mains et à la certitude que sa vie se jouait dans les prochaines secondes. Le soldat brésilien en face de lui n'avait pas l'air d'un sauvage. Il avait l'air fatigué. Il avait les mêmes joues creuses, le même regard hanté par le manque de sommeil et la faim. La caricature de l'ennemi s'effritait face à la réalité brute de leur humanité partagée. 39. Un balai mortel et silencieux s'engagea. Chaque muscle était tendu, chaque nerf à vif. Un mouvement trop brusque, un regard mal interprété, et tout basculerait dans la violence. L'air entre eux était une membrane vibrante de tension. Joao pouvait sentir les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles, un tambour assourdissant dans le silence oppressant. Il luttait contre des années de conditionnement qui lui ordonnaient de voir une cible et non pas un homme. 40. C'est alors qu'un son, minuscule mais incroyablement clair, brisa le silence tendu. Ce n'était pas le cliquetis d'une arme, c'était un gargouillement. Un son bas, involontaire, presque honteux. Il venait du ventre de Lucas. C'était le cri universel et indéniable d'un estomac vide. Ce son, plus puissant que n'importe quel ordre, court-circuita la logique de la guerre dans l'esprit de Joao. La faim n'avait pas d'uniforme, pas de nationalité. C'était une souffrance qu'il connaissait intimement. 41. Une image fulgurante traversa la mémoire de Joao, le visage de sa grand-mère lui tendant un morceau de pain de maïs. « A fome não tem bandeira, meu filho », lui disait-elle. « La faim n'a pas de drapeau, mon fils. » Cette sagesse simple, née de la terre et de la nécessité, s'imposa avec une force irrésistible. Tuer cet enfant affamé lui parut soudain l'acte le plus absurde, le plus contre-nature qui soit. Une bataille bien plus importante que celle de la guerre se livrait maintenant à l'intérieur de lui. 42. Avec une lenteur infinie, un mouvement qui semblait exiger toute sa volonté, Joao commença à abaisser le canon de son fusil. Ses camarades, Arnaldo et Pedro, retenirent leur souffle, un sifflement d'incompréhension s'échappant de leurs lèvres. Du côté allemand, les fusils tressaillirent, les soldats se préparant à une ruse. C'était un geste de folie pure, un suicide potentiel. Mais Joao continua, jusqu'à ce que son arme pointe vers le sol boueux et gelé. Il avait fait son choix. 43. Il leva lentement ses mains vides, paumes ouvertes. Un geste ancien, universel, qui transcendait la barrière de la langue et du conflit. Le silence qui suivait était différent. La tension n'avait pas disparu, mais elle était maintenant teintée d'une confusion stupéfaite. Les 5 autres soldats le fixaient, leurs esprits incapables de traiter cette rupture totale du protocole de la guerre. Rien dans leur entraînement ne les avait préparés à une telle éventualité. 44. Toujours avec la même lenteur calculée, Joao s'agenouilla. Le contact du sol glacé à travers son pantalon lui rappela la dureté de leurs conditions. Il défit les sangles de sa musette, son petit sac en toile qui contenait ses maigres possessions. Chaque mouvement était scruté. Les Allemands s'attendaient à une grenade, à une arme cachée. La vie de Joao ne tenait qu'à la retenue et à la curiosité de ses ennemis. C'était le pari le plus dangereux de sa vie. 45. Ses mains, tremblantes à cause du froid et de l'adrénaline, fouillèrent dans le sac. Il n'en sortit pas une arme, mais un morceau de pain dur, puis un bout de saucisse sèche. Et enfin, un petit objet plat et métallique, son trésor le plus précieux. Une petite boîte qui contenait le dernier vestige de son foyer, un morceau de goyagaca. Cette pâte de goyave sucrée qui était pour lui le goût même du Brésil, le goût de la maison et de la sécurité. 46. Il posa ses modestes offrandes sur un rocher plat entre les deux groupes. Le pain, la saucisse, la boîte de goyagada. Un banquet dérisoire au milieu de l'enfer. Puis il releva la tête et regarda Lucas droit dans les yeux. Il n'y avait ni pitié ni arrogance dans son regard, seulement une reconnaissance simple et directe. D'un geste de la main, il poussa doucement la nourriture vers eux. Ce n'était pas une reddition, c'était une invitation à se souvenir de leur humanité. 47. Lucas resta figé, son esprit en guerre avec lui-même. La propagande lui avait dit que ces hommes étaient des sous-hommes. Mais ce geste était l'acte le plus profondément humain qu'il ait jamais vu. Il jeta un regard interrogatoire à son supérieur, un sergent grisonnant dont le visage était une carte de toutes les batailles d'Italie. Le sergent observa la nourriture, puis le visage de Joao. Après un instant qui dura une éternité, il fit un signe de tête presque imperceptible. 48. Hésitant, comme s'il s'approchait d'un animal blessé, Lucas fit un pas en avant, puis un autre. Ses camarades le couvraient, mais leurs armes étaient légèrement abaissées. Il s'agenouilla et ramassa le pain avec des doigts gourds de froid. Il en rompit un morceau et le passa à von sergent, puis à son autre camarade. Il n'y avait plus d'ennemis, seulement des hommes qui avaient faim. Puis il prit la petite boîte en métal. Il l'ouvrit avec précaution. Une odeur sucrée et exotique, totalement inconnue, monta à ses narines. C'était l'odeur d'un autre monde, un monde de soleil et de fruits. Il coupa un petit morceau de la pâte rouge et le porta à sa bouche. La douceur intense explosa sur sa langue, une sensation si étrangère et si réconfortante dans ce paysage de mort et d'amertume. À cet instant précis,
Alors que le goût sucré de la goyave se répandait dans sa bouche, le nœud de haine et de peur qui serrait sa poitrine depuis des mois se défit. Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'un soulagement immense et incompréhensible. Il ne pleurait pas en tant que soldat allemand, mais en tant qu'être humain qui venait de retrouver une part de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Pendant quelques minutes suspendus hors du temps, ils partagèrent le repas en silence. Les fusils reposaient à leur côté, objets soudainement inutiles et absurdes. Il n'y avait plus de Brésiliens ou d'Allemands, juste 6 garçons, loin de chez eux, partageant du pain dans les ruines d'une maison de Dieu. Le silence n'était plus hostile, il était communiant, rempli d'une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Le dernier morceau de nourriture fut mangé. Lucas referma la boîte vide et la repoussa doucement vers Joao. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il n'y avait plus de peur, seulement un respect profond et silencieux. Un hochement de tête de la part du sergent allemand, un salut muet. Puis, aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, les 3 Allemands reculèrent et furent engloutis par le brouillard. Joao, Arnaldo et Pedro restèrent immobiles un long moment, le cœur battant. Ils se regardèrent, ne sachant que dire. Les mots semblaient vains après ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient désobéi aux ordres, fraternisé avec l'ennemi. Selon les lois de la guerre, ils étaient coupables. Mais selon une loi plus ancienne, non écrite, ils venaient d'accomplir l'acte le plus juste de leur vie. Ils reprirent leur chemin, mais quelque chose en eux avait changé de manière irrévocable. Le poids de leurs fusils semblait plus lourd, plus insensé. La guerre, avec ses lignes de front et ses objectifs stratégiques, leur paraissait une folie lointaine et abstraite. Ce qui était réel, c'était le goût du pain partagé, le regard d'un ennemi redevenu un frère, la chaleur d'une étincelle d'humanité dans le froid le plus glacial. Joao pensa à sa ferme, à la terre qui donne sans compter. Il venait de planter une graine aujourd'hui, une graine minuscule, improbable, dans le sol le plus stérile qui soit. Il ne savait pas si elle germerait un jour, s'il vivrait pour le voir. Mais pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Pas l'espoir de gagner la guerre, mais l'espoir que l'humanité, malgré tout, pouvait survivre. Cet incident, non consigné dans aucun rapport officiel, était une anomalie, une brève trêve déclarée non pas par des généraux, mais par un fermier et un morceau de pâte de fruits. C'était une fissure dans la façade monolithique de la haine, une preuve que sous les uniformes, les cœurs continuaient de battre au même rythme, aspirant aux mêmes choses simples, la chaleur, la sécurité et un peu de douceur dans un monde amer. Le geste de Joao n'était pas un acte stratégique, c'était un réflexe de l'âme. En offrant sa nourriture, il n'avait pas seulement nourri le corps d'un ennemi affamé, il avait nourri sa propre âme, réaffirmant son identité, non pas en tant que soldat, mais en tant qu'homme qui donne la vie plutôt qu'il ne la prend. C'était une victoire silencieuse, mais plus significative que n'importe quelle bataille. La dissolution de la barrière entre eux fut totale et instantanée. Elle n'a pas nécessité de longs discours ou de traités. Elle n'a eu besoin qu'un son, celui de la faim, et d'une réponse, celle du partage. Dans ce simple échange, des années de propagande et de déshumanisation se sont évaporées comme la brume matinale sous un soleil qu'il ne pouvait pas encore voir, mais dont il sentait la promesse. La tension émotionnelle avait atteint son paroxysme, non pas dans une explosion de violence, mais dans son contraire, un acte de vulnérabilité radicale. L'apogée ne fait pas un coup de feu, mais le bruit d'un pain que l'on rompt. La catharsis ne vint pas de la défaite de l'ennemi, mais de la redécouverte de l'humanité en lui, et par conséquent, en soi-même. Ce moment était le cœur battant de l'histoire. Tout ce qui avait précédé y menait, et tout ce qui allait suivre en découlerait. La thèse centrale était désormais prouvée. Même dans l'obscurité la plus profonde, un simple geste de dignité peut allumer une lueur dont l'écho peut traverser les ténèbres et le temps. Alors que les 2 patrouilles s'éloignaient l'une de l'autre, elles ne laissaient derrière elles aucun corps, aucune douille, aucune trace de combat. Elles laissaient seulement une boîte de conserve vide sur un rocher, témoignage silencieux d'un miracle improbable. Un testament au fait que la vraie guerre n'est pas toujours entre les nations, mais souvent à l'intérieur de chaque homme, entre son devoir de tuer et son besoin d'aimer. 62. L'incident était terminé, mais son histoire, elle, ne faisait que commencer. L'acte de Joao, comme une pierre jetée dans un lac gelé, avait créé des ondulations. Des ondulations qui mettraient du temps à se propager, mais qui finiraient par atteindre des rivages inattendus, bien de-delà de ce champ de bataille italien et de cette guerre cruelle. 63. Pour Lucas, le goût de la guayabada resterait à jamais sur sa langue, un rappel constant et indélébile. Ce n'était plus seulement le goût d'un fruit exotique, mais le goût de la grâce, le goût d'une seconde chance, le goût de l'humanité qu'on lui avait offerte au moment où il s'y attendait le moins et où il en avait le plus besoin. 64.
Le midpoint était atteint. La confrontation avait eu lieu et elle n'avait pas détruit les personnages, elle les avait transformés. Le public comprenait maintenant que la véritable tension de cette histoire n'était pas de savoir qui allait gagner la bataille, mais si l'humanité elle-même pouvait survivre à l'épreuve du feu. Et pour un bref instant, dans une chapelle en ruine, la réponse avait été un oui retentissant. 65. Le brouillard se referma, séparant à nouveau les deux mondes, mais la connexion avait été établie. Un pont invisible avait été construit au-dessus du No Man's Land, non pas avec de l'acier et du béton, mais avec du pain et de la confiance. Un pont fragile, mais qui se révélerait plus durable que toutes les fortifications de la guerre. 66. Joao ne savait pas qu'il venait de signer à la fois son héritage et, indirectement, son épitaphe. Il avait agi selon sa nature, et cette nature venait de mettre en mouvement une chaîne d'événements qui le mènerait à sa perte, mais aussi à une forme d'immortalité qu'aucune médaille militaire n'aurait jamais pu lui conférer. 67. La scène était prête pour la transformation. L'acte central de compassion avait été posé, créant un déséquilibre dans l'univers moral de la guerre. Il fallait maintenant en voir les conséquences, l'impact immédiat sur les âmes de ceux qui y avaient participé et les colons éteints qu'il allait générer à travers les décennies à venir. 68. Le silence retomba sur les Apennins, mais ce n'était plus le même silence. C'était un silence chargé de sens, de la mémoire d'un choix. Le choix de voir un homme à la place d'un ennemi et de répondre à la fin non pas avec une balle, mais avec du pain. Un choix qui allait maintenant définir le reste de leur histoire. Absolument, voici le bloc 4, la transformation, qui explore les conséquences émotionnelles immédiates de l'acte de partage, en respectant scrupuleusement toutes les directives. 69. Le dernier morceau de nourriture avait disparu, mais le silence qui s'installa ensuite était plus plein que n'importe quel cri de guerre. Il n'était plus chargé de menaces, mais d'une émotion brute et stupéfaite. La petite boîte de conserve vide, posée sur le sol gelé entre eux, n'était plus un déchet. C'était devenu un autel improvisé, le témoignage silencieux d'une communion qui défie toute logique, un monument minuscule à un armistice que seuls 6 hommes dans l'univers connaissaient. 70. Pour Lucas, la douceur intense et exotique de la guayabada persistait sur sa langue. Ce n'était pas seulement un goût, c'était un détonateur sensoriel. Cette saveur, si pleine de vie et de soleil, était l'antithèse absolue de son existence actuelle, faite du goût métallique de la peur, de l'amertume du café de guerre et de la fadeur des rations. Ce contraste brut fit voler en éclats le barrage de discipline et d'endurcissement qu'il avait mis des mois à construire. Une seule larme, chaude et traîtresse, s'échappa de son œil gauche. Elle traça un sillon sur sa joue sale et gercée. Il ne sanglote pas. C'était une capitulation silencieuse, non pas face à l'ennemi, mais face à une vague de bonté si inattendue qu'elle le submergea complètement. Il ne pleurait pas sa défaite de soldat, mais le soulagement poignant d'être reconnu comme un être humain, un jeune homme affamé, loin de chez lui. 72. Joao observa la larme. Il la vit briller un instant avant de geler presque aussitôt au contact du vent glacial des Apennins, se transformant en une minuscule perle de glace. Cette image se grava dans son esprit avec une clarté douloureuse, une larme gelée sur le visage de son ennemi. À cet instant, il comprit que le froid de la guerre était moins puissant que la chaleur d'un seul geste de compassion, capable de faire fondre la glace à l'intérieur des âmes. 73. En voyant cette larme, Joao ne ressentit aucune fierté, aucune satisfaction d'avoir brisé son adversaire. Il ressentit un poignard d'empathie pure. Il ne voyait plus un soldat de la Wehrmacht. Il voyait le reflet de sa propre solitude, de son propre désir ardent pour la chaleur de son foyer, pour le visage de sa mère. Il comprit que la nostalgie, comme la faim, n'avait pas d'uniforme. C'était une souffrance universelle qui les unissait bien plus que la guerre ne les divisait. 64 ans. Lucas voulut parler. Il ouvrit la bouche, mais les mots se coinçaient dans sa gorge, étouffés par l'émotion. Un son rauque à mi-chemin entre un murmure et un sanglot s'en échappa. Donc, le mot était à peine audible, brisé, mais il contenait le poids de 1000 discours. Il porta une main gantée à sa poitrine, un geste instinctif de gratitude et de vulnérabilité. Il ne remerciait pas seulement pour la nourriture, mais pour la reconnaissance de sa dignité. 75. Le sergent allemand, plus âgé et endurci, posa une main ferme sur l'épaule de Lucas. Ce n'était pas un geste de réprimande, mais de soutien silencieux. Son visage buriné, habituellement un masque de sévérité, s'était adouci. Il regarda Joao, non pas avec la méfiance d'un ennemi, mais avec un respect profond et interrogateur.
Lui aussi avait été témoin de quelque chose qui transcendait son expérience de la guerre, quelque chose qui ébranlait ses certitudes. 76. Dans l'esprit du sergent, des années de bataille, d'ordres aboyés et de camarades perdus défilèrent. Il avait vu la bravoure et la lâcheté, la cruauté et le sacrifice. Mais il n'avait jamais vu ça. Un désarmement par la générosité. Cet acte simple avait rendu la guerre, avec sa violence et sa haine organisée, complètement absurde. Pour la première fois depuis longtemps, il se souvint de l'homme qu'il était avant de n'être plus qu'un grade et un uniforme. 77. Les yeux de Lucas, lavés par sa larme, rencontrèrent à nouveau ceux de Joao. La peur avait disparu, remplacée par une compréhension muette. C'était une conversation silencieuse, où chaque regard disait « Je te vois, je vois l'homme derrière l'arme, je vois ma propre humanité en toi ». C'était un moment de connexion si pur et si intense qu'il semblait suspendre le temps et effacer le champ de bataille qui les entourait. 78. Avec une hésitation presque révérencieuse, Lucas se pencha et repoussa doucement la boîte de conserve vide vers Joao. Ce n'était pas un rejet, c'était un retour symbolique. Il rendait le récipient, mais il gardait le don. La boîte, maintenant, était un artefact, un objet sacré qui avait contenu bien plus que de la pâte de fruits. Elle avait contenu un instant de paix, une étincelle de salut au cœur des ténèbres. 78. Joao sentit le poids de son propre geste. Il avait désobéi à tout ce qu'on lui avait appris. Il avait fraternisé, nourri l'ennemi. Selon le code militaire, il était un traître. Mais en regardant le visage reconnaissant de ce jeune Allemand, il se sentit plus fidèle à lui-même, à son éducation, à la sagesse de sa grand-mère, qu'il ne l'avait jamais été. Il avait suivi une loi plus ancienne et plus fondamentale que toutes les lois de la guerre. 80. Le sergent fit un signe de tête presque imperceptible à ses hommes. Le moment était terminé. La guerre, avec ses impératifs cruels, attendait. Mais avant de se retourner, il regarda Joao une dernière fois. Et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse. La promesse de ne jamais oublier. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, les 3 soldats allemands reculèrent et furent engloutis par le brouillard. 81. Ils ne se retiraient pas en ennemis fuyant une confrontation. Ils se retiraient en témoins. Ils emportaient avec eux non pas le souvenir d'une escarmouche, mais celui d'une épiphonie. Le goût de la guayabada sur la langue de Lucas était devenu un sacrement, un rappel indérédile que même dans l'abîme, l'humanité pouvait offrir sa grâce. La propagande qui avait nourri sa haine s'était dissoute face à la simple vérité d'un morceau de pain partagé. 82. Joao, Arnaldo et Pedro restèrent immobiles, le souffle court. Le silence revint, mais il était différent. Le monde autour d'eux n'avait pas changé. Le froid était toujours aussi mordant, les ruines toujours aussi désolées. Mais eux avaient changé. Ils avaient regardé de l'autre côté du miroir et avaient vu non pas un monstre, mais leur propre reflet. Arnaldo et Pedro regardèrent Joao avec un mélange d'effroi et d'admiration. 83. Joao se pencha et ramassa son fusil. L'arme lui parut soudain plus lourde, plus froide, plus étrangère que jamais. Le contact du métal contre sa paume était une dissonance. Cet objet, conçu pour prendre la vie, semblait profondément obscène après un acte qui venait de l'affirmer de manière si puissante. Il se sentait comme un fermier tenant une faux au milieu d'un champ de fleurs. 84. Il comprit alors une vérité essentielle. Le véritable front n'était pas la ligne de démarcation entre les tranchées, tracée sur les cartes des généraux. Le véritable front se situe à l'intérieur de chaque homme, la ligne de bataille entre l'ordre de haïr et l'instinct d'aimer. Et aujourd'hui, sur ce front intérieur, il avait remporté une victoire silencieuse mais éclatante. 85. Cette transformation n'était pas seulement celle de Lucas, qui avait retrouvé son humanité dans une larme. C'était aussi celle de Joao, qui avait réaffirmé la sienne dans un don. Il n'était plus une simple pièce sur l'échiquier de la guerre, un prachina anonyme obéissant aux ordres. Il était redevenu Joao, le paysan du ménage Géras, un homme qui savait que la chose la plus précieuse que l'on puisse cultiver n'est pas le maïs ou le café, mais la dignité. 86. La connexion qui s'était formée était brève, silencieuse et éphémère, mais elle était aussi indestructible. Elle était tissée de fils invisibles de gratitude et de reconnaissance mutuelle. Ce n'était pas une amitié, impossible dans ce contexte, mais quelque chose de plus fondamental. La reconnaissance d'une fraternité humaine qui préexistait à la guerre et qui lui survivrait. Le conflit militaire, avec ses objectifs stratégiques et ses enjeux géopolitiques, devint pour un instant un bruit de fond lointain et sans importance. La seule chose réelle, la seule chose qui comptait dans les ruines de cette chapelle, était la chaleur fugace d'une main touchant une autre, la douceur d'un fruit partagé, le reflet de soi dans les yeux d'un ennemi. C'était l'essence même de l'humanisme, révélée dans les circonstances les plus inhumaines. 88. Alors qu'ils reprenaient leur patrouille, Joao sentit une nouvelle résolution en lui. Il ne se battait plus seulement pour rentrer chez lui. Il se battait maintenant pour préserver cette étincelle qu'il avait vue, cette vérité qu'il avait touchée du doigt. L'espoir qu'il avait ressenti n'était plus seulement l'espoir de sa propre survie, mais l'espoir que l'humanité elle-même puisse survivre à cette folie. 89. Le jeune Lucas, en s'éloignant dans le brouillard, portait la main à sa joue. La larme avait séché, mais il pouvait encore sentir sa trace froide sur sa peau.
C'était une marque, une cicatrice, non pas de violence, mais de grâce. Il savait, avec une certitude absolue qui venait du plus profond de son être, que plus jamais il ne pourrait regarder un soldat ennemi sans voir le visage de l'homme qui lui avait offert un morceau de son lointain pays. 90. La chapelle en ruine, quelques instants auparavant un simple abri tactique, était devenue un lieu sacré. Une Eucharistie avait eu lieu, non pas avec du pain et du vin consacrés, mais avec de la nourriture de soldats et de l'eau de fonte. Les 6 hommes qui en partirent étaient changés à jamais. Ils portaient désormais un secret commun, un fardeau et une bénédiction qui les distingueraient de tous ceux qui n'avaient pas été là. 91. La transformation était complète. La barrière de la haine, si soigneusement construite par la propagande et la peur, avait été pulvérisée par un simple acte de partage. L'ennemi n'était plus un concept abstrait. Il était devenu Lucas, un garçon aux yeux bleus qui pleurait en mangeant un bonbon. Et le héros n'était pas un guerrier, mais Joao, un fermier qui se souvenait des leçons de sa grand-mère. 92. Ce qui venait de se passer n'était pas un événement qui figurerait dans un rapport de bataille. C'était une transaction de l'âme. Une dette de gratitude avait été contractée, et une graine de respect avait été plantée dans le sol le plus stérile qui soit. Joao ne le savait pas encore, mais cette graine allait germer et produire une floraison inattendue, un héritage qui dépasserait de loin sa propre vie. 93. L'impact émotionnel immédiat avait solidifié le cœur de l'histoire. Le public comprenait maintenant que la véritable victoire n'était pas de survivre à la guerre, mais de survivre à la guerre avec son humanité intacte. Le geste de Joao et l'alarme de Lucas n'étaient pas la fin de l'histoire, mais le début d'un écho qui allait résonner bien au-delà de ce matin glacial dans les montagnes italiennes. Absolument. Voici le bloc 5, l'héritage, qui révèle l'impact durable et transgénérationnel de l'acte de Joao en suivant scrupuleusement le saut temporel abrupt et toutes les autres directives. 94. Le brouillard qui avait englouti les soldats allemands semblait avoir emporté avec lui le secret de cette trêve silencieuse. En reprenant leur patrouille, Joao, Arnaldo et Pedro avançaient dans un monde qui, bien qu'identique en apparence, avait changé de nature. Le poids de leurs fusils semblait plus absurde, la finalité de leur mission plus floue. Ils portaient en eux non plus seulement la peur de la mort, mais le poids d'une humanité redécouverte, un fardeau bien plus complexe à porter sur un champ de bataille. 95. Le destin cependant est un dramaturge cruel, indifférent au miracle de l'âme humaine. Plus tard ce jour-là, alors que la lumière déclinante peignait le ciel de teinte violette et grise, la violence éclata sans avertissement. Ce ne fut pas la patrouille de Lucas. Ce fut une autre unité. Une escouade de vétérans endurcis pour qui la guerre n'était qu'une mécanique de mort. Une rafale de mitrailleuses déchira le silence, brutale, impersonnelle et définitive. 96. Joao, Arnaldo et Pedro tombèrent dans la neige souillée. Leur vie fauchée avec une efficacité tragique. Leur acte de compassion, ce moment de grâce partagée, semblait s'être éteint avec eux. Une bougie soufflée par le vent glacial de la guerre. Leur histoire semblait destinée à n'être qu'une note de bas de page anonyme, dans le grand livre sanglant du conflit. Un secret perdu à jamais dans les montagnes italiennes, enseveli par le neige et l'oubli. 97. Mais les échos de la bonté voyagent par des chemins mystérieux. Quelques jours plus tard, la ligne de front se déplaça. Une section allemande reçut l'ordre de sécuriser la zone où l'embuscade avait eu lieu. Par une ironie du sort, ou peut-être par la volonté d'une force plus subtile, il s'agissait de l'unité de Lucas. Ils avançaient prudemment entre les arbres décharnés quand ils découvrirent les 3 corps, à moitié recouverts par une nouvelle couche de neige. 98. Lucas s'approcha, son cœur se serrant dans sa poitrine. Le devoir l'obligeait à identifier les morts. Il se pencha sur le premier corps, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Le visage, bien que figé par la mort et le gel, était sans équivoque. C'était lui, c'était Joao. Ce n'était pas le visage d'un ennemi anonyme. C'était le visage de l'homme qui, quelques jours plus tôt, lui avait offert un morceau de son lointain pays, un goût de soleil au milieu de l'hiver le plus sombre. 99. Tremblant, il se releva et alla trouver son sergent. Les mots lui manquaient. Il pointa simplement le corps du doigt. Le sergent s'approcha, son visage buriné se durcissant d'abord, puis se fendant d'une émotion qu'il ne pouvait contenir. Il reconnut lui aussi le visage du soldat brésilien. Le souvenir de la nourriture partagée, du silence communion, de la dignité offerte, revint avec une force dévastatrice. Un long silence s'installa, seulement brisé par le sifflement du vent. Les autres soldats regardaient, confus. Le sergent se redressa. Il regarda les corps des 3 Brésiliens, puis ses propres hommes. Une décision se forma dans son esprit. Une décision qui violait tous les protocoles. Une décision qui n'avait rien à voir avec la guerre, mais tout à voir avec l'honneur. « Posez vos armes », ordonna-t-il d'une voix rauque. « Prenez les pelles. » Ces hommes le dévisagèrent, incrédules. Enterrer l'ennemi, avec les honneurs, c'était impensable. Mais il n'y avait aucune place pour la discussion dans le regard du sergent. C'était un ordre qui ne venait pas du manuel militaire, mais d'une conscience réveillée. Lentement, les soldats allemands déposèrent leurs fusils Mauser dans la neige et s'emparèrent des pelles de tranchée. Le son du métal des armes se posant au sol était un son de désarmement volontaire. Ils commencèrent à creuser. Le sol italien était dur, gelé sur plusieurs centimètres. Chaque coup de pelle était un effort immense,
un bruit sourd et régulier qui résonnait dans la vallée silencieuse. Ils travaillaient sans un mot, mus par un respect tacite. Ils n'enterraient pas des ennemis. Ils rendaient un dernier hommage à des hommes qui, par un simple geste, leur avaient rappelé leur propre humanité perdue. Ils fabriquèrent 3 croix simples avec les branches brisées d'un olivier voisin, les liant avec du fil de fer de leur équipement. Ils récupérèrent les plaques d'identité des soldats tombés et, avec la pointe d'un couteau, gravèrent maladroitement les noms sur le bois. Joao, Arnaldo, Pedro. Chaque lettre gravée était un acte de mémoire, une promesse que ces hommes ne seraient pas oubliés. Avec une douceur infinie, ils descendirent les corps dans les tombes peu profondes. Ils les recouvrirent de terre gelée, un linceul protecteur contre les bêtes et l'indifférence du temps. Quand la dernière pelletée de terre fut jetée, ils plantèrent les 3 croix au-dessus des monticules, 3 sentinelles de bois, marquant l'endroit d'un acte de guerre et d'un acte de paix encore plus grand. Mais le sergent n'avait pas terminé. Il se plaça devant les tombes et fit un signe à ses hommes. « En ligne », commanda-t-il. Les soldats, leurs visages graves et leur uniforme souillé de terre, formèrent une ligne impeccable face aux tombes de leurs adversaires de la veille. Ils reprirent leurs fusils, non pour combattre, mais pour honorer. Présenter, armes. La voix du sergent résonna, claire et ferme. Dans un mouvement unique et parfaitement synchronisé, les soldats allemands claquèrent leurs fusils contre leur poitrine, un geste de respect militaire ultime. Le bruit sec du métal et du bois dans le silence glacial des Apennins était un son d'une puissance inouïe, un paradoxe vivant. Le sergent dégaina son pistolet Luger, non pas pour tirer, mais pour saluer. Il le porta à sa tempe, son regard fixé sur les 3 croix. Et là, au cœur d'un territoire ennemi, une escouade de la Wehrmacht allemande rendit les derniers honneurs militaires à 3 prassinias de la force expéditionnaire brésilienne. C'était la réponse de l'humanité à l'humanité, l'écho direct du geste de Joao. Incrustation texte. 60 ans plus tard, Montèse, Italie. Le soleil d'automne baigne une olive paisible d'une lumière dorée. Le vent murmure doucement dans les feuilles argentées. Au bord du champ se dresse un petit monument modeste, mais impeccablement entretenu. 3 croix de bois, remplacées au fil des ans, portant les mêmes noms gravés. Un vieil homme s'agenouille avec difficulté devant le monument. Il s'appelle Mathias. Il dépose délicatement une seule rose blanche au pied de la croix centrale. Un jeune historien local se tient respectueusement à ses côtés, un carnet à la main. C'est donc ici, dit l'historien, plus pour lui-même que pour l'homme. Mathias hoche la tête, ses yeux embués de larmes. C'est ici, confirme-t-il d'une voix fragile. Je suis le petit-fils de Lucas, celui qui a survécu. Mathias se tourne vers l'historien, son regard portant le poids de décennies de mémoire. Mon grand-père a vécu jusqu'à 85 ans. Il a vu ses enfants et ses petits-enfants grandir, mais il n'a jamais vraiment quitté ces montagnes. Pas un jour ne passait sans qu'il ne pense à cet endroit, à ces hommes. Poursuit Mathias. Il nous a raconté cette histoire des centaines de fois. Pas l'histoire des batailles, des médailles ou de la survie. L'histoire d'un morceau de pain et d'une pâte de fruits sucrés. L'histoire d'un soldat brésilien qui l'a regardé et qui a vu un garçon affamé, pas un monstre. La voix de Mathias se brise d'émotion. Ce geste a sauvé la vie de mon grand-père. Non pas son corps ce jour-là, mais son âme pour le reste de ses jours. Il disait toujours que le caporal Joao lui avait rendu son humanité, celle que la guerre et la propagande s'acharnaient à lui voler. 114. L'histoire était devenue une légende familiale, une parabole transmise à chaque nouvelle génération. Ce n'était pas une histoire de guerre, mais une histoire sur la paix intérieure. Une leçon sur le fait que la plus grande force ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans le courage de partager, même au péril de sa propre vie. 115. Mon grand-père m'a fait promettre sur son lit de mort que je viendrais ici, dit Mathias en caressant la croix de Joao, pour déposer cette rose, pour dire merci, pas seulement de la part de Lucas, mais de la part de nous tous, ses descendants. Car sans cet acte de bonté, nous ne serions pas les mêmes personnes, nous n'existerions peut-être même pas. 116. L'héritage de Joao n'était pas sa mort au combat. Ce n'était pas une citation dans un rapport militaire. Son véritable héritage était là, vivant, dans les larmes d'un vieil homme allemand. C'était dans l'histoire racontée d'un grand-père à son petit-fils, un fil de lumière traversant les ténèbres du passé. C'était cette rose blanche, symbole d'une dette de grâce qui ne pourrait jamais être remboursée, seulement honorée. 117. Le salut des soldats allemands n'était pas la fin de l'histoire. C'était la première floraison de la graine que Joao avait plantée. Une graine de dignité qui avait germé dans le sol le plus improbable, qui avait traversé un océan et 60 ans de temps pour fleurir aujourd'hui, dans ce geste de pèlerinage et de gratitude. 117. L'historien ferma son carnet, sachant qu'aucune note ne pourrait capturer la puissance de ce qu'il venait de voir. Les grandes batailles façonnent les frontières sur les cartes, mais ce sont ces petits actes de courage moral qui redessinent la carte du cœur humain. 119. Le véritable monument à Joao n'était pas fait de pierre ou de bronze. C'était cette histoire. Une histoire qui prouvait qu'un seul homme,
armé non pas d'un fusil mais de sa simple et profonde humanité, pouvait créer un écho de salut assez puissant pour résonner à travers les générations et racheter un petit coin de l'enfer. 20. La surprise et l'admiration promises au début de l'histoire trouvaient ici leur résolution. La question n'était plus de savoir comment des ennemis pouvaient se saluer, mais de comprendre que dans ce bref instant de partage, ils n'avaient jamais vraiment été ennemis. 21. La récompense émotionnelle était complète. Le petit geste de Joao n'avait pas été vain. Il n'avait pas changé le cours de la guerre, mais il avait changé le cours de plusieurs vies, de manière bien plus profonde et durable que n'importe quelle victoire militaire. 22. Mathias resta longtemps agenouillé, dans une conversation silencieuse avec l'homme qui avait sauvé l'âme de son grand-père. La rose blanche, d'une pureté éclatante contre le bois sombre de la croix, était le point final d'un chapitre de la guerre et le début d'un héritage de paix. 23. L'écho du salut avait enfin atteint sa destination, non pas à travers les montagnes, mais à travers le temps, prouvant qu'il n'existe aucune obscurité si profonde qu'une simple étincelle de bonté ne puisse l'illuminer, encore et encore.
Il vit à chaque fois que cette histoire est racontée, rappelant à une nouvelle génération que la plus grande victoire n'est pas de vaincre un ennemi, mais de refuser d'en avoir un. L'écho de ce salut résonne encore, comme un appel à notre propre conscience. Si vous croyez aussi au pouvoir de ces gestes qui défient la haine, partagez cette histoire pour que sa lumière ne s'éteigne jamais. Faites en sorte que la mémoire de João, Arnaldo, Pedro et de ces soldats qui ont choisi l'honneur continue d'inspirer le monde.